Ravi de vous retrouver pour le 5e épisode de la série Joyeux anniversaire, qui met en évidence des temps faibles du passé, des moments où l'ambition des hommes conduit à des effets contraires. Cela nous amène le 25 décembre 1579 à Mende. Ce soir-là, on célèbre la Nativité et des cloches accompagnent la célébration de la messe de minuit. Rien que de très habituel, me direz-vous, surtout dans la France du XVIe siècle. Et c'est vrai, mais à 2 détails près. Le premier tient à la présence d'une cloche qui l'emporte en puissance sur les autres cloches de la cathédrale et même les autres cloches de France tout court. On l'appelle la non-pareille, tellement elle est hors norme. Le deuxième détail tient au fait que dans la région de Mende, de nombreuses personnes ne sont pas en office liturgique. En effet, le nord de l'actuelle Lozère est largement gagné à la Réforme. Et Jean Calvin, l'inspirateur du mouvement en France, est formel. La nativité n'est pas dans les Saintes Écritures. Célébrer la messe de minuit le 25, jour qui est associé au départ à un culte païen, c'est bon pour les papistes, diront les réformés huguenots. Et donc, en ce 25 décembre 1579, ces 2 détails vont avoir toute leur importance. La puissance de la cloche d'une part, et la présence d'une troupe de huguenots d'autre part à proximité de Mende. Essayons donc de remonter le fil pour comprendre comment ces 2 éléments vont s'associer pour produire une histoire tragique et sinistre. Et commençons par essayer de comprendre comment donc Mende s'est retrouvé doté de la plus grande cloche de toute la chrétienté dans ce petit coin de l'actuelle Lozère. Au début du XVIe siècle, un certain François de la Rovère est évêque de Mende. Alors, François de la Rovère, comme ça paraît banal, mais de son vrai nom italien, il s'appelle Francisco della Rovere. Et si vous êtes familier de l'histoire des papes les plus brutaux et scandaleux de la fin du XVe, début XVIe siècle, ce nom de famille ne vous est probablement pas étranger. C'est notamment celui d'un célèbre Jules II, pape le plus impossible et le plus impitoyable de la Renaissance, mécène terrible d'un certain Michel-Ange. Bien, ce Jules II n'est autre que le tonton de François de la Rovère. Quand on est issu d'une telle lignée, il convient de marquer le coup. En 1516, l'évêque de Mende fait venir de Lyon et de Clermont le nécessaire pour assembler 3 grandes cloches sur place. Une caravane de 180 mulets amène le nécessaire et l'on va effectivement fondre et monter 3 cloches, dont une qui a des proportions inédites pour l'époque. On la baptise François, elle fait 3 mètres de diamètre, 3 mètres de hauteur et plus de 10 tonnes. Bien vite, on la débaptise dans les faits pour ne plus l'appeler que la non-pareille. Elle est effectivement désormais la fierté des Mendois et la plus grande cloche recensée dans la chrétienté. Pour la ville de Mende, ce n'est pas un détail, d'autant qu'avec l'avancée dans le XVIe siècle, la lutte entre catholiques et protestants s'affirme et que Mende doit défendre bec et ongle son identité chrétienne, elle qui est particulièrement associée, vous l'aurez compris, à la papauté depuis les épiscopats de la famille della Rovere. Après la fierté des habitants de Mende, place aux querelles du temps. Il était une puissante baronnie à ce moment-là, au nord du Gévaudan, située sur un sommet de l'Aubrac, inexpugnable, le roc de Peyre. Le baron de Peyre, François Astorg, était un gentilhomme huguenot, c'est-à-dire gagné au protestantisme, qui avait acquis le titre de gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi. À ce titre-là, il assiste en 1572 au mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois, la sœur du roi, censée réconcilier protestants et catholiques qui s'entre-déchirent depuis des années. C'est évidemment tout l'inverse qui va se dérouler. La Saint-Barthélemy succède à ce mariage et François Astorg de Peyre est massacré dans la chambre même du roi. Il est un témoin de tout cela, son écuyer, qui se nomme Mathieu Merle. Ce gentilhomme de petite noblesse accompagne depuis quelques années les luttes incessantes. Et c'est lui que la veuve d'Astorg de Peyre va missionner pour venger son mari. Il va
s'acquitter avec beaucoup de zèle de sa mission et va très vite devenir la terreur de toute la région. Au cours des années 1570, il rallie par la violence une bonne partie des places fortes du nord du Gévaudan à la Réforme. Mais le chef-lieu du coin, Mende, lui résiste. Il faut dire que les bandes armées du temps ne sont pas très nombreuses. Elles compensent leurs faibles effectifs par une audace et une violence impitoyables. Bref, vous l'aurez compris, Mathieu Merle et ses hommes rôdent autour de Mende depuis quelques années en 1579, mais ne sont jamais parvenus à s'en emparer. Le 25 décembre 1579, la troupe protestante qui approche des murs de Mende compte bien profiter de la messe de minuit, laissant de côté toute notion de charité chrétienne. Il est justement un peu plus de minuit. L'essentiel des habitants de la ville et une bonne partie des soldats censés la défendre sont dans l'église. Les cloches sonnent à toute volée et leur bruit est assourdissant. La non-pareille était réputée pour s'entendre à plus de 15 km à la ronde. Aussi, quand les échelles et les grappins sont posés sur les murailles, les quelques soldats qui donnent l'alerte ne sont guère entendus par les habitants et par l'essentiel de la troupe censée défendre la ville. Mathieu Merle et ses hommes passent les murs de la ville et se dirigent vers la cathédrale. La suite tient plus du massacre que du combat. Le bailli vient à la rencontre avec ces quelques hommes de la troupe qui lui est opposée. Celui-ci tombe et est massacré sur place, de même que des dizaines d'habitants et de soldats. La ville est mise à sac et Mathieu Merle prend ses logis dans le palais épiscopal autrefois occupé par François de la Rovère. Pendant des mois, il va continuer à rançonner la région et gagner de nouvelles places fortes depuis son siège de Mende. Mais pour cela, il a besoin d'armes et donc de métaux. L'idée lui vient très vite de fondre les cloches de la cathédrale, et notamment la non-pareille, pour produire boulets, canons et autres coulevrines pour ses hommes. C'est ainsi que disparaît la non-pareille, qui avait pourtant été un allié précieux à Mathieu Merle et à ses hommes. Dans les temps qui suivent, Mathieu Merle a besoin de beaucoup de liquidités pour aider d'autres chefs protestants. Il rançonne allègrement les habitants de la ville qui, ne pouvant satisfaire ses demandes, se voient punis sous la forme d'une destruction d'une large part de la cathédrale, à l'exception du clocher attenant au palais épiscopal dans lequel Mathieu Merle réside. Finalement, lui et ses hommes quittent la ville après bien des déprédations au début des années 1580. Ils laissent Mende dans un triste état et les guerres de religion vont se poursuivre encore quelque temps. La cathédrale de Mende va retrouver une partie de son lustre par la suite, mais elle ne retrouvera jamais sa gigantesque cloche dont il ne reste que l'immense battant qui laisse à penser ses dimensions démesurées. Voilà pour cette triste histoire qui illustre un épisode méconnu, mais ô combien représentatif de la cruauté, de la férocité de ces guerres de religion qui n'épargnèrent pas même les plus petits territoires de France qui furent livrés à la soldatesque pendant des décennies. Quant à moi, je vous souhaite tout de même de joyeuses fêtes, bien plus joyeuses que cette histoire, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux récits historiques. C'était Passeur de passé, je vous retrouve avec le plus grand des plaisirs en 2026.